Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur les antennes du groupe Label, composé de Label Télévision, Radio Label et Sunu Label. Nous sommes à l'émission Le Talk et qui nous permet de rencontrer une personnalité et avec laquelle nous abordons une problématique concernant en tout cas le continent africain. Nous sommes aujourd'hui heureux de nous retrouver en compagnie de Dr Edmion Zouga Mvomo. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Il faut dire que Dr Edmion Zouga est enseignante-chercheur. Elle enseigne le droit et donc aujourd'hui avec elle, nous avons décidé de parler des droits des femmes. C'est un sujet difficile à épuiser. Mais nous vous proposons maintenant de connaître davantage notre invité. Edmion Mvomo Zouga est juriste, docteur en droit privé. De nationalité gabonaise, elle a très tôt été séduite et influencée par les films dans lesquels les avocats développaient leur défense. Les concours de plaidoirie l'attiraient également, au point qu'en 2004, elle y prend part pour la toute première fois et s'en sort bien en décrochant la 2e place. La criminalité en Afrique, cas de l'impunité, tel a été le thème de la plaidoirie qu'elle avait développée. En 2005, elle arrive à Dakar pour poursuivre ses études universitaires. Consécutivement, elle obtient une licence, puis un Master 1 en droit des affaires, un Master 2 en management stratégique des entreprises, un Master 2 de recherche en droit privé général et un Master 2 de recherche en droit humain. Devenue docteur en droit le 6 mars 2021, Edmion Mvomo Zouga exerce actuellement en tant qu'enseignante-chercheur, chargée de cours à l'ESP UCAD en droit des procédures collectives et chargée du cours de protection des réfugiés et apatrides à l'université Academia. Elle dispense également plusieurs autres cours sur le droit du travail, le droit des contrats, le droit des sociétés commerciales, le droit commercial général, le droit pénal des affaires, le droit des procédures collectives, le droit des biens, le droit international privé, le droit du commerce international, éthique et gouvernance des entreprises et bien d'autres thématiques. Parallèlement aux cours qu'elle dispense, Dr Edmion Mvomo Zouga mène une vie associative dynamique. Après avoir milité au sein du bureau de l'amicale de l'Institut des droits de l'homme et de la paix de l'UCAD, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, elle a intégré l'amicale des étudiants gabonais de l'UCAD en tant que secrétaire générale, puis en tant que présidente. Elle a aussi contribué à la création de l'amicale des ressortissants gabonais vivant au Sénégal, dont elle a été aussi la présidente. Actuellement, elle assiste de plus en plus les femmes en difficulté au sein des communautés diverses à Dakar et organise une prise en charge psychologique et juridique. On va parler des droits des femmes. On en parle tout le temps. C'est un sujet difficile à épuiser. Effectivement. Pourquoi? Effectivement. Difficile parce qu'il y a beaucoup d'eau et d'encre, beaucoup de salive sur la question. Et chacun voudrait toujours tirer la couverture de son côté. Donc, si bien qu'il peut y arriver où on ne pourrait pas s'entendre, on ne pourrait pas converger, faire des mêmes conceptions, des mêmes appréhensions. Alors, est-ce que ce sont les problèmes de droits des femmes qui vous ont amené vers le droit? Je ne pourrais pas ainsi m'exprimer. Non. C'est tout simplement l'amour de la justice, et de l'équité et de l'égalité. Ah, mais quand on parle des droits des femmes, c'est ça, c'est un problème de justice, d'équité, d'égalité également. Mais sauf que ça s'adresse à une catégorie de personnes. Or, la justice, ça aussi pour les hommes. Donc, ce n'est pas parce que je suis une femme que je me suis intéressée à la quête de la justice, non. Qu'est-ce qu'il faut entendre par droit des femmes? On en parle beaucoup, mais bon, y a-t-il une expression pour définir ça? Les droits des femmes, c'est quoi? Est-ce qu'ils sont différents de ceux de n'importe quelle personne? Au Canada, on dit les droits de la personne humaine. Très bien. Je ne pense pas que les droits des femmes soient distincts ou bien distinctifs des droits de la personne humaine ou encore des droits des hommes. Il faut simplement relever que le droit des femmes, c'est effectivement les droits qui appartiennent à la personne humaine à laquelle appartient l'être qui est la femme. Dans les dispositions normalement de la Déclaration universelle des droits humains de 1789, dans l'article 1er, il est clairement stipulé que tout être humain, tout être humain sont libres et égaux en droit. Donc le tous qui est véhiculé dans l'ensemble des dispositions des 32 articles, ça voudrait tout simplement dire que le tous voudrait dire aussi que les droits de la femme sont y compris parce que les hommes et les femmes, parce que la femme fait partie, voilà, elle fait partie de cette universalité-là. Aujourd'hui,
tout le monde constate, hein, tout le monde le voit, il y a un déséquilibre parce que les femmes n'ont pas tous leurs droits. Ben, si on remonte dans le temps, est-ce qu'il y a une période où ces droits-là étaient, j'allais dire, au complet, avaient existé sans problème? Je pourrais situer la question dans deux grandes phases, ou dans deux grandes périodes, ou bien dans deux grands territoires distincts. Je parlerai par exemple je commencerai par le contexte africain. Nous pouvons relever déjà qu'à l'époque précoloniale, il y a toujours eu une certaine complémentarité, si je peux m'exprimer, pas d'égalité, mais une certaine complémentarité entre l'homme et la femme. Et cela a pu se faire ressentir déjà dans ce contexte-là, avec la position qu'a toujours occupée la femme africaine. Elle a toujours eu une place de choix, elle a toujours été valorisée dans la prise de décision, sur le plan politique, sur le plan décisionnel et social. Et nous avons plein d'exemples dans ce contexte-là. On a vu déjà en Afrique, on peut parler de la reine Nefertiti et puis de la reine Cléopâtre, qui ont des femmes qui ont eu à gérer des empires, c'est-à-dire qu'elles avaient le pouvoir décisionnel. Et je pense que cette complémentarité a toujours existé dans notre période, dans cette période précoloniale africaine. Et je pourrais par exemple comme ça emprunter l'expression du défunt président Thomas Sankara, qui parlait déjà dans son livre de lutte africaine et de la libération de l'Afrique, que cette complémentarité-là devrait normalement continuer à exister dans les rapports. Ça, c'est la première phase. C'est-à-dire qu'on a toujours remarqué dans le contexte africain que la femme a toujours eu une place de choix. Même si cela peut même se remarquer ou bien se faire observer avec le pouvoir matriarcal de la femme. C'est-à-dire dans nos religions, nos conceptions, il existe ce qu'on appelle le pouvoir matriarcal, c'est le pouvoir donné à la femme, ce qui est distinct bien sûr du pouvoir patriarcal. Et ça, c'est dans le contexte africain. Donc on a toujours eu cette complémentarité, cette place de choix donnée à la femme. Ce qui ne pourrait pas être le cas, je m'apprenti sur ça, dans le contexte européen occidental. On a remarqué, observé une certaine inégalité prépondérante, ce qui nous a conduit à la révolution de la classe ouvrière, où les femmes se sont levées et ont dit qu'elles voudraient avoir le droit au vote, le droit à l'instruction, le droit à l'éducation. Donc on a pu voir cela qui a été matérialisé avec les Nations Unies qui ont fait ça. C'est la journée du 8 mars, où effectivement la classe ouvrière a revendiqué les droits et qui ont été pris en compte dans le contexte des Nations Unies, le 8 mars. Donc je pourrais situer cela dans ces deux phases-là, c'est-à-dire la période précoloniale africaine, la femme a toujours été valorisée, ce qui n'avait pas toujours été le cas de l'Occident, où maintenant aujourd'hui ça commence à être le cas parce qu'on a pu revendiquer, essayer de revaloriser, établir une certaine égalité entre les droits des femmes et les droits des hommes. Alors donc on peut accuser la colonisation, dire qu'elle est venue déséquilibrer, désagréger quelque peu nos sociétés? Par deux certaines dimensions, oui. C'est une dimension, oui, parce qu'aujourd'hui, la conception qu'avait l'Occident de nos droits n'était pas déjà celle que nous avions, celle qu'avaient nos ancêtres. Non. Mais cette conception, justement, qui vient de la colonisation, elle avait pour base l'économie. Et donc, on a retrouvé les femmes en train d'être exploitées. Effectivement, dans une certaine mesure, oui. Quelles sont, selon vous, les causes de ces inégalités qui ont été introduites, justement, dans le courant dans l'évolution de nos sociétés par les colonisateurs? Les causes de ces inégalités, elles peuvent être situées sur plusieurs plans ou encore dans plusieurs domaines. Je pourrais ainsi, pour ne pas trop faire un abus de langage, on pourrait les situer, ces causes des inégalités là dans le contexte religieux. La religion judéo-chrétienne, encore musulmane, n'a pas favorisé l'immersion ou l'émergence des droits des femmes. On dira, je suis déjà chrétienne, on dira la femme doit soumission à l'homme. Il en va de même dans le Coran. Donc, cette conception n'a pas réellement permis la femme, dans une certaine mesure, d'être dans la prise de décision ou bien d'émerger. Nous avons aussi des conceptions juridiques ou sociales dans le contexte de l'employabilité. Il existe une discrimination sociale sur le plan de l'emploi, sur le plan des salaires. De même, sur le plan sexuelle, on parlerait de l'excision. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs contextes, plusieurs domaines qui ont affecté la valeur de la femme, y compris ses droits.
Donc, sur le plan social, on vous rappelle dans l'éducation, on va favoriser peut-être l'éducation du jeune garçon parce qu'on se dit qu'il est héritier, c'est lui qui va assurer la succession. Donc, du coup, étant donné que la femme est appelée à aller gérer un foyer, donc on considère déjà la femme dans notre éducation comme si celle-là qui n'a pas réellement de poids parce qu'elle est appelée à aller vers d'autres horizons. Alors que le jeune garçon, sur le plan social, il est celui-là qui va assurer la relève, la succession de la famille. Donc du coup, on est un peu privilégié dans l'éducation. Donc c'est un certain nombre des inégalités qui existent sur le plan social, et juridique, et même politique. La femme, dans les instances décisionnelles, elle est rare, je ne peux pas dire elle est rarissime. Donc elle n'a pas trop sa place de le plan décisionnel. Donc c'est un ensemble des inégalités aujourd'hui qui existent sur tous les domaines. Alors, est-ce que dans cet ensemble-là, on peut distinguer la part de la femme? C'est-à-dire, est-ce que la femme a contribué à faire en sorte que cette situation soit? Dans une certaine mesure, oui, je peux ainsi m'exprimer. Hein, je pense que oui. C'est un ensemble de causes. Nous avons contribué à cela. Même aujourd'hui, nous continuons à contribuer à cela. Et comment? Ça devrait être peut-être la prochaine question. Comment peut-être nous ne prenons pas part aux décisions de nos pays. Nous ne contribuons pas assez au développement économique de nos sociétés. Nous ne nous engageons pas assez dans les partis politiques. Nous ne nous affirmons pas. En quelque sorte, nous ne nous valorisons pas. Nos compétences, nos savoir-faire ne sont pas assez connus des uns et des autres. Si bien que, sur ce contexte-là, oui, effectivement, nous avons notre part. Le contexte, le rôle d'assistanat de la gente masculine nous poursuit jusqu'aujourd'hui. Alors donc, il y a des conséquences forcément, ça crée un déséquilibre dans nos sociétés. Nos sociétés sont déséquilibrées, on dit il y a des piliers, il y a le pilier homme, le pilier femme, et le pilier femme est soumis à, j'allais dire, à l'autre qui est l'homme. Conséquences? Oui, effectivement, il y a des conséquences dans nos sociétés. Ces conséquences-là affectent déjà les enfants, ça affecte la jeune fille, parce que, bon, avant de devenir femme, nous sommes d'abord des jeunes filles. Ces inégalités-là, cette discrimination-là affectent la société. Parce qu'aujourd'hui, on va assister toujours à une certaine monotonie sur le plan décisionnel. Ce sont toujours les hommes qui sont mis en avant, ce sont toujours les hommes qui sont là pour prendre des décisions, si bien qu'on ne sait pas exactement où se situe la femme. Donc, ces conséquences-là, on aura toujours les mêmes personnes, toujours la même classe qui va être au pouvoir, qui prend la décision, et qu'on voit ce contexte économique, parce que la femme, elle n'existe pas trop, elle ne se fait pas trop valoriser. C'est une grosse injustice? Grosse, vraiment très, très, très grosse injustice. Et comment vous, en tant que femme, vous ressentez ça? En tant que femme, comment vous le ressentez? Je suis affectée, je suis réellement affectée. Je le ressens dans mon propre moi, je le ressens dans mon quotidien, je le ressens sur le domaine de l'emploi, je le ressens lorsque je vais donner des cours, je le ressens, je vais enseigner, je le ressens partout. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'a pas réellement acquis totalement notre droit des femmes. Donc, dans toute la sphère, on ressent, tu as toujours l'impression qu'on te ramène à la simple fonction de mère, de femme qui doit allaiter, qui doit être dans le foyer. Et donc, voilà comment on le ressent chaque jour de notre vie. Donc, on doit prouver que nous aussi, nous existons et qu'au-delà de nos fonctions naturelles, nous avons des compétences à faire valoir. Y a-t-il des moments où vous sentez cela comme une discrimination forte? Très forte. C'est réellement, on le sent comme une grande discrimination. Vous avez des exemples, peut-être dans l'exercice de votre métier d'enseignante? Oui. Sur le plan des postes, il y a comme un mur de verre. Il y a comme un mur de verre où il y a certains postes certaines responsabilités qui ne pourraient pas être vouées à la compétence féminine. Où il y a certains d'autres qui ne sont voués, qui ne sont destinés qu'à la gente féminine. On le ressent à chaque fois. Et même parfois dans l'information, on vous donne l'information lorsque les postes sont déjà clos. Et parfois, dans les postes de responsabilité, vous sentez réellement que
on vous réduit à votre fonction de simple femme, où on vous demande, ou bien vous avez l'impression qu'on vous exige d'être peut-être la copine, ou on vous réduit à votre fonction de sexe, tout simplement pour pouvoir valoriser votre savoir-faire. Donc chaque jour, nous sommes soumis à cela. Ce sont des obstacles que nous rencontrons quotidiennement. Ouais. Et dans la société également, hein, il y a tous ces exemples-là. Oui, ils sont pleins, ils sont pleins. Ils sont nombreux. Je ne pourrais ici... Alors, ce qu'on ne comprend pas, c'est que ce soit les femmes ou les hommes, eh bien, ce sont les femmes qui éduquent les enfants, qu'ils soient garçons ou filles. Heureusement, oui. Alors, comment cette difficulté s'installe au fil du temps, dans la mesure où c'est vous qui avez en charge l'éducation des enfants? Oui, mais il faut dire que nous avons... L'éducation, déjà, vient dans le sein. Une fois l'enfant déjà conçu, l'éducation commence. Donc l'éducation ne vient pas seulement une fois l'enfant voit le jour. L'éducation commence dans le sein, par l'alimentation, par la conception, par la vision. Mais il s'avère généralement qu'une fois l'enfant a déjà atteint un certain âge, l'autorité parentale entre en compte. C'est-à-dire, il y a un certain âge où l'enfant est soumis à la maman à cause du lien de la relation qu'ils ont. Et là, moi j'appelle ça à l'âge de faiblesse. Mais à un certain âge, c'est une période, papa prend la relève. Et vous voyez bien que au fil du temps, la distinction ou la discrimination vient du fait. C'est une conception personnelle. Le fait que l'enfant soit toujours en perpétuel contact avec la maman fait en sorte qu'il va la prendre comme étant une amie, comme une sœur. Donc du coup, elle n'aura plus trop cette grande autorité. Parce que tous les jours, l'enfant voit la maman, elle est là, elle court après lui. Donc du coup, il se familiarise. Or, l'autorité, le pouvoir ne se familiarise pas avec cela. Il n'y a pas de familiarité entre le pouvoir. Donc du coup, cette familiarité fait en sorte que le papa, comme on ne le voit pas tout le temps, le jour qu'il viendra... On ne le voit pas tout le temps. On ne le voit pas tout le temps. Parce que bon, il va au travail, généralement, ils vont au travail. La femme aussi. La femme, elle va au travail, même si, mais elle est plus en contact avec les enfants par rapport à monsieur le plan d'éducation. C'est bien que le jour où le papa viendra pour prendre une décision, bon, l'enfant aura plus apte à le comprendre, parce que tout le temps, c'est la maman qui surveille, qui crie sur lui, qui regarde ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, qui a balayé la maison, ce qui a fait ses devoirs. C'est plus la maman qui est derrière l'enfant, c'est un âge. Donc du coup, le papa il ne voit pas tout le temps derrière l'enfant. C'est bien que le jour où l'enfant verra le papa dire qu'il n'est pas d'accord sur certaines choses, du coup, il va savoir, ah bien, celui-là, il va s'aligner, parce que celui-là, il ne parle pas trop. Ben, comme il a parlé, je pense que là, j'ai fait quelque chose de pas bien. Alors que la maman, elle est tout le temps là, pour le manger, tout le temps derrière lui. Et ça, depuis le sein. Ouais. Donc, cette familiarité fait en sorte que l'autorité de la maman ne soit pas aussi forte qu'autorité de la mère. Et pourtant, c'est qui éduque. Ouais. Tout à l'heure, je vous ai fait réagir en vous demandant de citer quelques exemples concernant les discriminations qui sont faites aux femmes, ce que vous vivez. Mais dans ces discriminations, il y a ce qu'on appelle de plus en plus les violences faites aux femmes. Et ça, je peux vous faire réagir là-dessus? Bien sûr. Les violences faites aux femmes, déjà, je suis au passage que j'étais vice-présidente de l'association Violences faites aux femmes ici à Dakar. Dans ce contexte-là, nous défendons les droits des femmes, les violences faites aux femmes. Et par rapport aux exemples, par rapport à votre question, il existe plusieurs types de violences. Et c'est une conception que j'ai de façon personnelle. Les violences morales sont plus violentes que les violences physiques. Ah, les physiques sont handicapantes quand même. Hein? Oui, et les violences morales sont plus frappantes, sont plus impressionnantes. C'est lesquelles? Sur le plan de l'employabilité, il peut y arriver où votre employeur pourrait vous faire une pression sur une violence sexuelle. Par exemple, pourrait vous monnayer un poste, vous prévoir, proposer un poste en contrepartie de bien vouloir accepter ces petits besoins physiques, physiologiques. Justement, pourquoi on appelle ça le droit de cuissage? Pourquoi le mot droit vient là? De cuissage. Mais je pense que c'est une mauvaise appellation. Parce que ce n'est pas un droit, en fait. Ce n'est pas un droit, c'est une mauvaise appellation. En tout cas, c'est le patron qui s'arroge ce droit. Oui, il s'arroge ce droit. Parce qu'il utilise, on appelle ça l'abus de position dominante. Ouais. Il utilise sa position d'employeur pour pouvoir avoir des prérogatives, des droits, des avantages sur ses employés. Et généralement, les femmes le vivent au quotidien. Les femmes le vivent au quotidien. Donc, c'est si bien que, peu importe le niveau, le diplôme que tu peux avoir, c'est-à-dire ça importe peu. Ça importe peu.
Donc ça, c'est l'une des plus grandes violences c'est la plus grande psychologiques. Violence psychologique, je dis morale, que les femmes trouvent sur le plan de l'emploi, même sur les postes à pourvoir. Donc il faudrait déjà passer par certains chemins pour pouvoir mériter un certain poste. Peu importe ton diplôme. Donc, peu importe la compétence. Peu importe la compétence. Peu importe l'expérience professionnelle. Et ça vous assomme? Oui, nous recevons ça comme difficile à accepter. Difficile, c'est difficile à digérer. Si je m'exprime, difficile à digérer. Et comment on lutte contre ça? Par la fermeté, et par la résistance, et par la prise de conscience, et par la sensibilisation. Et comment tout ça se met en place? Surtout la prise de conscience. Comment amener les femmes à prendre conscience de ces faits-là, parce qu'il y en a qui subissent et qui ne réagissent pas. Oui, effectivement. La prise de conscience passe par une sensibilisation, pas seulement la sensibilisation vis-à-vis des femmes, mais d'abord des hommes. Parce que déjà, nous les victimes, la sensibilisation pourrait nous concerner, mais concerne d'abord les acteurs de ces actes-là. Il faut sans dire que tous les hommes ne posent pas ce genre d'actes. Mais c'est une catégorie qui aimerait s'exprimer, qui aimerait faire valoir certaines dominations en passant par ces pratiques-là. Donc, sur le plan décisionnel, donc on pourrait dire que la sensibilisation est déjà l'un des moyens, sensibiliser les hommes. Pourquoi et comment? Sensibiliser les hommes en leur faisant comprendre que ce sont des pères de famille, sont des époux, parce que et qu'ils ont des femmes, et qu'ils ont des enfants, des qu'ils sont des enfants, qu'ils ont d'abord des enfants. Oui. Donc une telle violence qui est imputée à cette classe, cette catégorie de personnes, il faudrait qu'ils sachent que demain les filles qu'ils ont pourraient subir la même chose. Et ils ne seraient pas d'accord, l'accepter, que leurs filles viennent demain matin leur dire que voilà ce que j'ai subi. Donc du coup, la sensibilisation passera aussi par les hommes qui posent ces genres d'actes, en sachant que toute famille, parce que lorsque nous mettons au monde, nous femmes, nous mettons au monde les hommes et nous mettons au monde les femmes. Donc il ne saurait y avoir cette discrimination-là. Et vous faites quoi? Des conférences? Vous rencontrez les gens? Comment ça se passe? Bon, dans notre association qui existait, dans laquelle je faisais partie, nous faisons des sensibilisations, nous distribuons des tracts, nous parlons avec des médias, nous faisons des cafés. C'est ça en fait. Nous allions dans les couches où il y avait des hommes pour pouvoir parler au plus dans les universités, dans des écoles surtout, nous touchons les écoles, pour sensibiliser la jeune fille déjà, de lui faire comprendre qu'elle a des droits à faire valoir, que ce n'était pas un schéma obligatoire, ce n'est qu'une exception à ceux qui ne connaissaient pas réellement quelle était leur valeur, leur importance dans la société. Parlons un peu des violences physiques. D'accord. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui les subissent également, et on ne va pas faire de comparaison, mais elles sont tout aussi graves que les violences psychologiques. Oui, effectivement, elles sont même plus visibles. Hein. Elles sont plus visibles. Ces violences physiques, elles sont plus visibles. Et ce qui est bien, c'est que ces violences-là sont de plus en plus prises en compte. Aujourd'hui, la femme se rend de plus en plus compte qu'elle prend conscience qu'elle a un droit qu'elle peut faire valoir, c'est-à-dire elle porte plainte aujourd'hui dans le contexte des droits des femmes, justement. On a plusieurs cas qui seraient dans les tribunaux. Les femmes portent plainte aujourd'hui. Elles ne sont pas d'accord de ce genre de violence qui existe. Et, on assiste à des séparations, à des divorces à cause des violences. L'une des craintes, justement, chez les femmes, c'est de perdre le mari. Oui, ça dépend. Ça dépend. Et aussi la crainte de ce l'homme, aussi de perdre la femme, parce qu'il y a femme et femme. Et la crainte, elle est partagée en fait. Ce qu'il ne faudrait pas accepter que la crainte soit d'un seul camp. La crainte, elle est partagée. Un homme conscient aimant sa femme n'aimerait pas la perdre. Personne au monde n'aimerait perdre une chose qu'elle aime. Personne. Donc je pense que la crainte, elle est de part et d'autre. Alors, je voudrais qu'on fasse une sorte de retour en arrière pour nous rappeler que dans la lutte, dans la prise de conscience des difficultés concernant les droits des femmes, il y a eu ce grand rendez-vous en Chine en 1995. Qu'est-ce qu'il a représenté pour vous? Waouh! Ça a représenté pour moi l'émergence d'une lumière, l'émergence de quelque chose qui pourrait être considéré comme voué à l'échec. C'était un espoir. C'est une tentative, un commencement d'espoir, Beijing-Pékin. Ça s'est passé à Pékin, je pense le 15 septembre en 1995, où on a pu renforcer
valoriser, c'est-à-dire mettre en lumière les droits des femmes. C'était une lumière pour moi, un espoir. Et vous sentez que tout ça a été pris en compte par les différents gouvernements? Il y avait plus de 100 pays qui étaient représentés, en tout cas beaucoup plus, mais est-ce que vous sentez qu'à travers le monde, eh bien, ce rendez-vous de Beijing a permis de déclencher quelque chose, de faire avancer les choses un peu plus vite qu'habituellement? D'une certaine partie, oui. Dans une certaine mesure, oui, quand même. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les Nations Unies ont pris en compte une exigence selon laquelle il faudrait qu'il y ait impérativement les femmes dans les postes de décision. Il y a impérativement qu'il y ait des femmes dans les associations, dans les ministères, qu'il faut qu'on voit le rôle de la femme. Donc on peut dire que c'est un commencement et c'est très bien. Je pense que ce n'est pas encore assez effectif. Mais quand même, c'est un bon début. Mais déjà, il faut espérer qu'à la tête des Nations Unies, il y ait... Mais nous espérons. C'est un processus, Il faut dire que quand une idée émerge, elle commence, il ne faut pas attendre tout de suite qu'elle prenne, qu'elle ait tout le monde. 195, ça fait quand même... 189. Oui, 189 pays. Oui. Oui, mais nous espérons plus, nous attendons plus encore aujourd'hui. C'est vrai qu'aux Nations Unies, ça commence, ça va y arriver. Mais c'est à nous aussi, comme vous l'avez souligné, de prendre notre responsabilité, de faire comprendre à ces instances décisionnelles que nous aussi, nous existons et que nous avons une part dans ce monde. Ouais. Nous avons une part. Et depuis ce temps, depuis ce rendez-vous de Pékin, quelles sont les grandes avancées que vous avez ressenties? Déjà, comme je viens de le dire, on a pu constater aujourd'hui que la présence des femmes est devenue une exigence. Aujourd'hui, même dans les gouvernements, les associations, on impose aujourd'hui dans les différents gouvernements, dans les postes de décision, des instances décisionnelles, qu'il y ait une femme. Donc aujourd'hui, on ne peut plus accepter, par exemple, qu'il y ait un gouvernement, il n'y a que la gente masculine. Non, on ne l'accepte plus. Alors, ce n'était pas prévu avant. Donc on se rend compte de plus en plus, on impulse la femme à prendre ses responsabilités qu'elle revendique, à mettre ses responsabilités en pleine effectivité. Aujourd'hui, dès qu'un gouvernement se met en place, ou bien dès qu'une assemblée nationale se met en place, on compte le nombre de femmes. On regarde. Ouais. Ça fait partie de l'efficience même, de l'importance, de la crédibilité de ce gouvernement ou de cette association. S'il n'y a pas la présence, s'il n'y a pas l'exemplarité sur le plan de la parité, ben on se pose des questions. Alors celui qui a réussi cette parité, c'est le président français Emmanuel Macron, mais les autres, notamment en Afrique, on est loin de cette parité. Oui, effectivement, nous sommes loin, mais nous sommes en marche. Je peux dire que nous sommes en marche. On n'est pas assez loin, nous marchons, nous arrivons. Et c'est à nous aussi, femmes africaines, de mener réellement ce combat. Chez nous, nous avons une première femme qui est Premier ministre. Au Gabon. Au Gabon. Oui. C'est pas mal déjà. C'est déjà une avancée raisonnable. Il y a une dame aussi qui est présidente de la Cour constitutionnelle. Oui, c'est déjà pas mal comme représentativité. Mais justement, c'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi justement des femmes occupent ces postes importants et que les choses ne vont pas aussi vite qu'on aurait pu l'espérer. Mais justement parce que les obstacles ne sont pas encore, on ne peut pas les balayer du revers de la médaille. Vous savez, la réelle crainte pour nous femmes qui espérons briguer des grandes responsabilités, c'est parce qu'on a toujours devant nous la gente masculine. Je pense qu'aujourd'hui, elle a toujours peur de perdre son autorité. Donc, on peut vous donner des postes avec des responsabilités fictives. On peut vous donner des postes avec des titres, mais qui n'ont pas d'effectivité réelle. C'est-à-dire que vous avez juste le titre de briguer un poste, mais alors que l'accompagnement des responsabilités derrière ce poste-là sont inexistants. Du coup, donc vous ne pourriez rien apporter. Ouais, moi, j'ai toujours été gêné par le fait que c'est toujours une femme qu'on nomme au ministère, à la tête du ministère de la promotion de la femme. Moi aussi, j'apprécie pas cela. On aurait pu nommer un homme et puis mettre une femme à l'éducation nationale ou aux affaires étrangères ou, je sais pas, un peu partout. Mais justement, c'est pour dire qu'aujourd'hui, le concept n'est pas encore bien pris en compte. La conscientisation n'existe pas, n'est pas encore effective. Est-ce à dire que, puisque à la tête des ministères chargés de la femme, est-ce à dire que ce sont les femmes qui sont les plus aptes à se battre pour l'émancipation de la femme? Bon, je crois que c'est la vision qui est véhiculée à travers ce poste ministériel-là. C'est-à-dire, si je ne m'abuse,
ceux qui prennent ces décisions considèrent ou pensent que la femme, elle est mieux apte, elle est celle-là qui peut mieux défendre ses droits, qui peut mieux défendre sa cause. Je pense que c'est à ce niveau que se situe. Alors qu'il existe, alors que ce n'est pas existe des hommes féministes. Mais bien sûr, mais si on peut aller plus bas que ça, c'est-à-dire dans nos sociétés aujourd'hui, vous voyez bien que normalement ce n'est pas la jeune fille qui aime tant plus sa maman, c'est le jeune garçon qui défend mieux les droits de sa maman. C'est le jeune garçon qui aime sa maman, qui défend mieux les droits de sa mère. Par rapport à la jeune fille, au contraire, dans nos sociétés, dans nos familles, va défendre plus les droits de son père. C'est aussi contradictoire que ça. C'est le jeune garçon dans nos familles qui va plus défendre les droits de sa maman, qui va plus dire maman veut ceci, qui va se battre même contre son père, contre ses frères, contre ses soeurs, pour défendre, pour privilégier, pour garder sa maman. Ce n'est pas le cas de la jeune fille. La jeune fille ne va pas défendre sa maman. Elle va plus même défendre son papa. Elle va comprendre pourquoi son père se comporte. Elle va mieux le comprendre. Donc vous voyez que je pense que ce n'est pas forcément vrai de considérer que parce que c'est la femme qui serait celle-là le mieux à défendre ses droits. Non, l'homme défend même mieux les droits de la femme par rapport à la femme elle-même. Et vous pensez que les gouvernements, les différents gouvernements en Afrique, vous pensez qu'ils sont dans le bon tempo ou bien c'est lent, les décisions à prendre en faveur des femmes? C'est lourd. C'est lourd. Lent même, c'est lourd, c'est-à-dire c'est plus que lent. Quand une chose est plus que lente, elle est lourde. Là, on attend la parité, hein, qui parle du tiers. Ils ne sont pas prêts. Le tiers à l'Assemblée nationale. Je pense qu'ils sont ce tiers-là même n'est même pas ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas encore prêts. Mais je pense, comme je le disais, il y a une marche, il y a quand même, une volonté. Il y a quand même une volonté, mais c'est lent. C'est pas pourquoi je le dis. Plusieurs États aujourd'hui, même y compris la France que vous venez de citer, c'est bien un exemple, hein, ils ont du mal à accepter qu'une femme soit la tête des États, même la France. Ça veut dire que ce n'est pas aussi effectif. Aujourd'hui, on a en bien... Afrique, on en a eu. Hein. On a eu la présidente, par exemple, de Libéria. Oui, mais dans combien de pays africains ça existe? Voilà. Dans combien de pays africains ça existe? Même à la France, que ça existe. C'est pour vous dire que c'est un problème humain, c'est un problème humanitaire. Donc, c'est en marche, c'est en cours. C'est un processus. C'est un processus, comme je vous l'ai dit. Comment l'accélérer? C'est ça la grande question. Bon, nous allons l'accélérer, il faut que ça soit accéléré. Chaque année, on a le 8 mars. Si on a le 8 mars, ça devient... Mais c'est déjà ça, c'est-à-dire que plusieurs personnes ne considèrent même pas l'effectivité des droits des femmes. Ils pensent que bon, c'est un refrain. Mais je pense que c'est déjà ça, une prise de conscience derrière par nous-mêmes. Et il faudrait que nous essayions de nous valoriser au plus, de faire savoir au monde que nous avons notre pierre à l'édifice de la construction du monde, de nos pays. Ok. Alors tout à l'heure, vous avez abordé la question, je reviens là-dessus, la scolarisation de la femme. C'est l'un des éléments clés. Je veux dire, c'est l'une des clés en tout cas pour débloquer justement cette évolution vers les droits des femmes. Pourquoi ça piétine également en Afrique? Waouh! Vraiment, c'est un domaine qui m'affecte beaucoup parce que j'aime beaucoup l'éducation. Je suis dans l'enseignement, je suis dans la formation. La scolarisation de la jeune fille est très lente dans différents États, pas dans tous les États. Et généralement, la valeur de la femme passe aussi par la valeur de la scolarisation, de la prise en compte de la scolarisation de la jeune fille. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais, avant d'être femme, on est d'abord jeune fille. Et si on n'est pas instruit, l'instruction est l'un des vecteurs de façon d'être de la femme. Il faut l'instruction. Donc si la jeune fille n'est pas instruite, si elle ne connaît pas ses droits, il va sans nous dire que les droits des femmes ne sont pas assez valorisés. Parce que dès le bas âge qu'on inculque à la fille sa formation, qu'on inculque à la fille l'instruction, qu'on l'éduque, qu'on forme. Parce qu'après un certain âge, il sera un peu trop tard. Donc du coup, les droits de la femme passent aussi par la valorisation de la scolarisation de la jeune fille et lui faire connaître ses droits. Faut-il créer, par exemple, comme dans certains pays, des écoles de filles? Bon, école de filles, c'est un peu... Lycée de filles, école primaire de filles, même si les filles ont la possibilité de se retrouver dans des écoles mixtes. Très bien. Ouais. Je pense que le système catholique le fait déjà assez bien. Il y a des écoles catholiques où on voit bien que les filles sont prises à part, les hommes aussi sont pris à part. Même dans les différents campus à l'université, il y a un endroit où on loge les filles, on loge les garçons. Et je pense que ce n'est pas assez.
ce n'est pas assez au-delà de ça, parce que bon, ça doit être pris dès le commencement. C'est-à-dire une fois on va à l'école, on peut dire la tranche de 3 ans, 4 ans, ça comme dès le bas âge. Et justement, qu'est-ce qui est fait pour que les parents, parce que c'est eux des fois déjà dès le bas âge des enfants qui instituent une sorte de discrimination, plus facilement on met le garçon à l'école, et plus facilement on retire des fois la fille de l'école quand les temps sont durs, quand on a des difficultés matérielles ou financières. Oui, effectivement, ça commence déjà, comme on a l'habitude de dire que nos cellules de famille sont nos premières entreprises, sont nos premiers États. Nos premiers États sont nos cellules familiales. C'est là nos premiers États. Vous les rencontrez aussi, les parents? Oui, effectivement, il faut sensibiliser les parents. Ça, c'est le niveau. Et surtout les domaines, c'est-à-dire il faut sensibiliser le parent qui est dans les régions, ceux qui sont dans les villages. Il faut les sensibiliser. Pourquoi? Parce que la coutume et la culture a une part dans ces inégalités existentielles. La culture a une grande partie au-delà de la conception religieuse. Parce que dans nos coutumes, nos traditions, vous voyez bien que le garçon, quand il grandit, on dit déjà que c'est le chef de la famille. Donc du coup, il prend cette étoffe de chef-là, il sent qu'il n'a de compte à rendre, il peut faire ce qu'il veut, alors que la jeune fille, si elle n'a pas fait le ménage, elle ne peut pas manger. Donc ça commence à partir de base. Donc cette sensibilisation-là déjà, dans les villages, dans les quartiers, faire comprendre aussi que la jeune fille aussi, elle a des droits, qu'elle existe. Oui, on sait que mettre un enfant à l'école, ça pose un certain nombre de difficultés pour les parents au niveau matériel et financier, comme je disais. Et qu'est-ce que vous dites, par exemple, à ceux qui retirent des fois, devant leurs difficultés, qui sortent la fille de l'école parce qu'on dit, bon, toi, tu pourras avoir un mari plus tard, donc on met le cap sur le garçon. Quel est le discours qu'on peut tenir à ce type de parents? Je pense qu'il faut les sensibiliser. Et c'est un manque de compréhension, c'est un manque de vision. Je peux aller plus loin, c'est un manque d'humanisme. Parce que dans la vie, c'est créer déjà les inégalités dans la cellule familiale, dans la famille même, c'est déjà assujettir, couper, c'est-à-dire mettre un frein à la destinée de l'autre. Or, dans la vie, on ne sait pas qui est qui demain, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Ça va être la jeune fille là, qu'on ne donne pas la possibilité de s'instruire, qui peut être la destinée d'une famille. On ne sait jamais. Le jeune garçon peut donner tous les droits, il peut ne pas réussir comme on prétend l'être. On ne sait pas de quoi il fait le lendemain. Je pense que c'est une mauvaise vision, c'est une mauvaise approche. C'est vraiment une mauvaise approche. On a l'habitude de dire que éduquer une jeune fille, éduquer un enfant, une jeune fille, c'est éduquer toute une génération. Parce que c'est une mère, elle a appelé demain à faire des hommes. La femme ne dira pas, si on pouvait faire cette discrimination, la femme ne dira pas, écoute, moi je suis enceinte, je sens que j'ai un garçon, je mettrai pour moi ce garçon, moi je mettrai que des filles. Non, non, ne le dis pas. Quel que soit ce que tu as, que tu conçois, que ce soit un garçon, une fille, tu mets au monde tout genre de sexe sans considération. Nous sommes Europe libre, nous on veut mettre au monde que des filles. On ne met pas les garçons. On a cette possibilité-là de dire, écoute, moi je ne veux pas mettre au monde ce garçon. Mais pourquoi alors, lorsqu'on nous décidons, nous les femmes, de mettre en place tout être humain sans distinction de sexe, pourquoi lorsque ces êtres-là sont alors au monde, on va faire une discrimination sur le plan de l'éducation de la formation? Et des fois avec la complicité de la maman. Parfois, c'est un manque de vision. C'est un manque parce qu'on se dit que la jeune fille est prête à trouver un mari. Mais est-ce que c'est sûr? Est-ce que le mari c'est une destinée? Est-ce que le mari est-ce que c'est force? Non. On contribue, chacun d'entre nous a quelque chose à apporter à l'autre. Pourquoi on pense forcément que le mariage c'est une destinée réussie? Non. Il y a des mariages qui sont ratés. Maintenant, je voudrais qu'on entre véritablement dans la sphère politique. Très bien. Tout le monde a fait le constat, que ce soit dans les pays développés ou dans les pays africains, les femmes ne sont pas très présentes. Et pourtant, quand on regarde au niveau du nombre, du volume de la population dans chaque pays, c'est pratiquement équilibré. Des fois même, il y a plus de femmes que d'hommes. Alors pourquoi il y a très peu ou il y a trop peu de femmes qui s'engagent en politique? Pourquoi vous ne vous engagez pas en politique? Pourquoi vous ne faites que de la sensibilisation? Alors que si vous entrez en politique, vous pourrez prendre des décisions. Très bien. Je pense que c'est, comme on le dit, c'est bien envoyé. C'est-à-dire que c'est une bonne question.
Les femmes ne sont pas assez présentes dans l'aspect décisionnel. Et je pense aussi, c'est parce que on a l'habitude de dire chez nous, de dire dans la conception africaine, même sur le plan religieux, spirituel, qu'il ne faut pas regarder là où la personne est tombée. Non, regarder ce qui fait défaut aujourd'hui ne serait un peu détourner le débat. Aujourd'hui, il faut plutôt regarder qu'est-ce qui cause, qu'est-ce qui fait en sorte que cette femme-là ne soit pas assez effective sur le plan décisionnel. Aujourd'hui, il faut dire que, c'est ça que je peux pas m'exprimer, il faut dire que le rôle d'assistanat ne nous a pas toujours quittés. On a toujours considéré, dans les partis politiques qui existent, qu'aujourd'hui, la femme sera celle-là qui va toujours accompagner l'homme, qui va toujours être là derrière l'homme qui devrait prendre la bonne décision. Donc c'est pour que l'homme prenne la bonne décision, il faut que la femme puisse l'aider. Donc ce rôle-là, que la femme doit être une aide pour l'homme, il doit aider l'homme à émerger en s'oubliant elle-même. Faire en sorte qu'aujourd'hui, lorsqu'on grandit, on mûrit, ça poursuit. Pourquoi? Parce que c'est dès le bas âge, c'est une éducation dès le bas âge. Ça c'est l'une des causes et qui est prépondérante. Je vais aujourd'hui dire pourquoi est-ce que moi je ne m'engagerai pas effectivement en politique. Je pense que c'est en cours de téléchargement. Ah, c'est une question personnelle. C'est personnel. En tout cas, je vais essayer aussi de répondre personnellement. C'est en cours de téléchargement. Okay. C'est en cours de téléchargement. Vous y pensez? J'y pense. Je pense de plus en plus. Qu'est-ce que je peux apporter à ma nation? Comment je peux contribuer à faire évoluer ma nation, le monde? Comment, dans quel domaine je peux me positionner pour faire partie, pour être parmi celles-là qui comptent dans la prise de décision. Et j'y pense, en cours de téléchargement. Alors, on pousse, on va un peu plus loin. Très bien. Quand tu es député, ministre, présidente de la République. Je ne saurais m'aventurer. Moi, je suis sans réflexion. Créer un parti politique. Sans réflexion, sans réflexion. Ou bien entrer dans un parti politique. Sans réflexion, créer ou entrer, sans réflexion. Ça dépend du contexte où ma voix ou mes idées pourraient plus prospérer pour la construction de quelque chose de stable et de fiable. Alors on peut dire que dans la société civile, vous êtes déjà active au niveau associatif et tout. Oui, ça c'est vrai. Est-ce que c'est pas le pas, il y a un pas entre cette vie associative et la politique. Et c'est quoi le pas à franchir. Et c'est quoi le pas? Voilà, franchissez le pas pour entrer en politique. C'est quoi, je dis, c'est en téléchargement. Il y a des obstacles que vous craignez? Non, pas vraiment. Je pourrais dire que lorsqu'on veut entrer dans le terrain politique, fuir les obstacles, ça ne veut rien dire. Oui, tous les coups sont permis. Oui. Internet, tous les coups sont permis, donc c'est un milieu à entrer avec, à consommer avec modération. C'est un endroit à consommer avec de modération. C'est pourquoi je dis que c'est en cours de téléchargement, parce que où tous les coups sont permis, ça veut dire que tout est permis là-bas. Vous êtes en pleine réflexion. Je suis en pleine réflexion. Comment j'y ai entré? Est-ce que je peux créer mon parti politique? C'est possible. C'est possible. Est-ce que je dois entrer dans un parti? C'est aussi possible. Donc je suis en train d'étudier toutes les possibilités et je prendrai ce qui serait le mieux pour ma nation et puis pour le monde. Alors, comment est-ce que vous réagissez quand vous voyez, par exemple, au Gabon, une femme qui est Premier ministre, ou bien, il y a eu quelques années, au Libéria, Madame Sirleaf Ellen Johnson, qui était présidente à part entière de la République. Et d'après ce qu'on a comme information, ça ne s'est pas trop mal passé, ça s'est même bien passé. Mais très bien. Mais ce sont des... Comment vous ressentez cela? Mais je suis une fierté. C'est comme je vous disais tout à l'heure, lorsque à la conférence du 15 septembre 1995, ce sont des fiertés de voir qu'aujourd'hui le monde s'ouvre. Le monde s'ouvre. Aujourd'hui, le plus important n'est pas le sexe qui gouverne ou le sexe qui prend la décision. Le plus important est qui doit prendre la bonne décision, ou bien qui est plus apte à prendre la bonne décision. C'est pourquoi aujourd'hui, on revendique qu'il y ait cette équité-là, cette complémentarité, cette égalité-là entre l'homme et la femme, sur tous les plans. Sur tous les plans. Et je ne peux qu'être fier, c'est une fierté. Alors c'est quoi une femme leader? Une femme leader. Ouais. C'est une expression qu'on entend beaucoup aussi. Oui, je l'ai beaucoup entendu, cela. Les femmes leaders. Les femmes leaders, ce sont des femmes qui impulsent, qui ont une vision, qui pourraient être considérées comme des références. C'est-à-dire des femmes sur lesquelles on pourrait s'appesantir, se référer pour tel ou tel autre aspect. Ce sont des femmes qui inspirent, qui peuvent contaminer un savoir-faire.
Ce sont des femmes leaders, c'est-à-dire dans tous les domaines, ce sont des femmes qui peuvent impulser, donner une dynamique, qui peuvent tirer, aller vers. Voilà, c'est comme ça que je peux concevoir la conception du leadership, peu importe le domaine où c'est fit ce leadership. Alors les femmes juristes, elles ont un rôle particulier à jouer dans la quête des droits des femmes. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'obstacles, mais les femmes juristes que vous êtes, vous connaissez votre droit, vous connaissez les objectifs que vous voulez atteindre et vous avez les moyens, vous connaissez donc ce qu'il faut faire. Est-ce que vous jouez un rôle particulier dans cette quête des droits des femmes? Effectivement. Je sais qu'un peu partout en Afrique, il y a des associations de femmes juristes également. Oui, effectivement. Et je pense qu'elles impulsent, elles font beaucoup, énormément de travail. Pourquoi? Parce que qui dit droit, dit d'abord la revendication peut-être de certains avantages, certaines prérogatives. Donc je pense que ces femmes juristes-là, elles impactent, elles impulsent, elles font beaucoup de leur rôle. Elles jouent un rôle très prépondérant. Par exemple, parce qu'elles sont dans leur domaine, elles sont dans leur champ de compétences. Pourquoi vous dites elles? Les femmes. Vous ne dites pas nous. Nous. Puisque vous êtes une femme juriste. Donc, parce que, bon, je dirais, ok, d'après ceci, nous sommes dans notre domaine, nous sommes dans notre champ, nous sommes dans notre sphère de compétences. Donc, c'est plus aisé pour nous de nous exprimer pour la revendication de nos droits. Docteur Zouga, on va continuer notre entretien. Tout à l'heure, j'ai parlé de discrimination, j'allais dire positive, quand j'ai parlé des écoles de filles qu'on peut créer. Ça existe dans certains pays. Mais je voudrais qu'on s'arrête sur la discrimination positive des femmes et des hommes également. En tout cas, beaucoup pensent que quand des personnes subissent une difficulté, une discrimination, des fois, pour rééquilibrer les choses, il faut de la discrimination positive, c'est-à-dire les favoriser en quelque sorte. Mais pas de la mauvaise des façons, mais favoriser un certain nombre de choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis de cet avis. C'est même dans ce contexte-là qu'on parle d'émancipation et qu'on parle même contextualiser le droit des femmes. Vous savez, nous avons acquis plusieurs droits. Nous avons acquis plusieurs droits qui font en sorte qu'on ne peut pas parler de favoritisme, non, mais de valorisation. Je ne pourrais pas m'exprimer en termes de favoritisme ou bien de... quand on bénéficie d'une faveur, ça veut dire que en réalité, vous ne le méritez pas, mais juste par pitié, mais par modestie, on essaie de vous l'accorder. Nous disons non. Ce sont des droits que nous méritons. Nous méritons ces droits-là. C'est pourquoi nous les revendiquons. Bon, vous allez... je ne serais pas oublié dans ce contexte-là, par exemple, à la date de 1791, où on a prévu la première déclaration des droits des femmes. Même en 1944, où on a pu acquérir le droit de vote. Vous imaginez ça? On n'avait pas le droit au vote. On n'avait pas le droit à l'instruction. Je pense que c'est en 1946 qu'on a pu avoir la possibilité pour les jeunes filles de pouvoir adhérer à la scolarité, de pouvoir aller au secondaire. Donc depuis tout ce temps-là, nous n'avions pas accès à l'instruction. Donc je pense que ce ne sont pas du favoritisme. Je pense qu'on pourrait plutôt parler de discrimination. Pourquoi même pas de discrimination positive? Il n'y a pas de discrimination, même si on veut ajouter positive. Non, c'est une revendication normale. C'est-à-dire par exemple à compétence égale, un employeur... Très bien, à compétence égale, à salaire égal. Femme, il choisit la femme. Oui, à compétence égale, salaire, c'est-à-dire il ne faut pas choisir la femme parce qu'elle est femme. Il faut choisir la femme parce que vis-à-vis de l'homme, elle est méritante, elle mérite. C'est à ce niveau que se trouve le débat. Il ne faudrait pas qu'à compétence égale, on va dire qu'on préfère la femme. Parce qu'il faut, bon, quand même, c'est de la pitié. On ne demande pas qu'on ait pitié de nous. Non, ce n'est pas la pitié que l'on demande. Non, on ne demande pas. Nous demandons que l'on nous reconnaisse nos droits, notre valeur à la juste mesure de cette valeur. C'est-à-dire, si moi je mérite d'avoir un emploi, je postule avec un homme. Si mon CV est peu valorisant, mais qu'on me prenne parce que cet homme-là, c'est moi la plus méritante. S'il y a équité, s'il y a équilibre, on bascule pour la femme aussi. Ben ça va dépendre alors de la subjectivité de l'employeur. Mais il ne faudrait pas qu'on dise non, parce que c'est une femme, il faut... Non, c'est son chose. Pour essayer de rééquilibrer les choses. Mais si par exemple, dans l'administration, bien dans ce poste, il y a tellement d'hommes qu'il n'y a pas eu de femmes, peut-être avec cet argument, l'employeur dit, mais comme les deux ont des valeurs
équitable, mais parce que nous n'avons pas de femmes, nous allons prendre, mais pas parce que tu es naturellement femme qu'on va te prendre, non. Ça c'est du favoritisme que je n'apprécie pas. Ok. Alors, on l'a évoqué également, la religion et les traditions fonctionnent jusqu'aujourd'hui comme des, je ne vais pas dire des blocages, mais des ralentisseurs. Comment est-ce que vous, en tant que femme chrétienne, ou bien d'autres en tant que femmes musulmanes, peuvent contourner ces difficultés-là au niveau de la religion, au niveau des traditions? Il faut dire que c'est vraiment de l'autre pesanteur, mais le plus important, les contourner, c'est de les mettre chacun dans son contexte. C'est-à-dire, lorsque je suis, par exemple, une femme leader, je suis une femme responsable d'association, je suis présidente d'un parti politique ou bien d'une association. Lorsque je suis dans l'exercice... Je suis députée. Aujourd'hui, on écrit député avec un E muet. Je suis députée, je suis présidente. Lorsque je suis dans l'exercice de mes fonctions, il faudrait que l'on me considère telle qu'elle, avec toutes mes prérogatives, toutes mes compétences. Lorsque je suis femme au foyer, il faudrait que l'on me considère comme telle. C'est-à-dire, il faudrait qu'on fasse une dissociation des contextes et des domaines. Lorsque je suis en train d'exercer mes fonctions professionnelles, il faudrait que toutes mes prérogatives existent. Et lorsque je suis considérée comme femme au foyer près de mon mari, je dois assumer mon rôle de femme de mère près de mon mari. Là, dans ce contexte-là, je ne suis pas présidente. Je ne suis pas présidente d'une association. Je suis l'épouse. Ouais. Donc il faudrait justement, pour contenir cela, savoir s'adapter à chaque domaine et savoir donner chacun sa place et son rôle. C'est ce que je pense. Mais ce n'est pas toujours évident, justement, de faire cette gymnastique-là. C'est évident. C'est justement, nous avons du mal à l'accepter. Mais c'est évident. Quand vous dites nous, les hommes ou les hommes et les femmes? Les hommes. Et parfois, certaines femmes aussi. Ouais. C'est normal. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a du mal, aujourd'hui maintenant c'est un peu effectif, on avait du mal à concevoir qu'une femme puisse être dans une entreprise avec une grossesse. On avait du mal. C'était à l'époque les causes de licenciement. Oui, même à l'école. Ouais. C'était les causes de licenciement. Les causes qu'on demandait, il faut abandonner parce que tu es enceinte. Aujourd'hui, c'est bien pris. Tu peux être enceinte et bien faire ton travail. Aujourd'hui, on a pu avoir des congés de maternité parce qu'on a compris. Donc il faut bien commencer, il faut une personne qui impulse. Je pense que ce n'est pas encore bien pris, mais c'est possible. Et c'est normal d'ailleurs, c'est normal. Alors, quels sont les droits les plus importants qui manquent aujourd'hui? Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Il y a des choses importantes qui manquent aux femmes. Oui, en Afrique. En Afrique. De la valorisation de nos droits à l'accès au pouvoir. De la valorisation de nos droits à l'accès à la prise de décision. De la valorisation de nos droits à l'instruction et à la formation. Et je vais finir et sur le plan économique. Parce que l'autonomisation économique fait partie des causes qui font en sorte que nous ne soyons pas considérés réellement. Donc on devrait valoriser nos droits économiques, nos droits sociaux et politiques. C'est ce qui nous manque. Et que cela soit effectif. Il ne faudrait pas que nous soyons dans des conférences en train de ratifier des conventions qui ne sont pas effectives dans nos États. Il faut amener les décideurs à décider véritablement dans le sens de l'évolution des femmes. À prendre cela en compte, à le mettre en pratique. Avant que nous ne nous quittions, j'ai envie de vous faire rêver. Alors, rêvons d'un monde où les femmes et les hommes ont des droits égaux. Comment est-ce que vous voyez ce monde-là? Waouh! Et comment on l'atteint? Et dans combien de temps? Nous sommes aujourd'hui en 2022. Oui. L'égalité des droits des femmes dans un monde, est-ce un rêve? Je ne dirais pas que c'est un rêve. Je parlerai en plus de complémentarité entre l'homme et la femme afin d'arriver à cette égalité des droits. Il faut déjà que nous-mêmes, nous sachions que dès l'origine, dans la conception de l'être humain, nous sommes nés complémentaires. L'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est avec cette conscientisation de la complémentarité qui existe entre l'homme et la femme que nous allons chercher à ce que nous puissions avoir des droits, des mêmes droits. Il ne s'agit pas ici de revendiquer une égalité totale au stricto sensu, non.
mais c'est la valorisation, l'égalité des droits. Nous voulons avoir juste des mêmes droits. C'est ce que nous revendiquons. Cette société est possible. Elle est possible. Il ne faut pas aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, c'est parce qu'une chose, c'est pas parce qu'une chose n'existe pas qu'elle n'est pas sanctionnée. C'est parce qu'on continue à faire une chose qu'elle est acceptée ou bien qu'on ne la prend pas telle qu'elle, non. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que cette égalité est encore ineffective qu'elle pourrait ne pas l'être demain. Dans quel délai? C'est une autre partie de ma question. Ben, je serais ou bien trop prétentieuse de fixer un délai. Il faut juste dire que soyons en marche. Soyons en marche vers cette égalité des droits. Avec des fois des accélérateurs. Avec des accélérateurs dont nous-mêmes, nous sommes le premier accélérateur. Ok. Je vais vous faire réagir sur certains points avant qu'on aille jusqu'au bout. Le 8 mars, vous souhaitez qu'il se passe quoi exactement? Parce qu'il y a un débat. Le 8 mars, c'est des pagnes qu'on distribue, c'est des t-shirts, c'est la fête. Le 8 mars, quel est votre souhait pour le 8 mars? Bien, je vais d'abord faire une petite rétrospective sur cela en disant que depuis le lycée, j'ai toujours organisé des jeunes du 8 mars. Je me rappelle le lycée, j'étais au lycée d'État. Le 8 mars, je disais qu'il y avait parcours, je disais, j'étais chef de classe, il y avait parcours, on se coiffait, on faisait des pauses, on faisait rien. Et le professeur trouvait que c'était vraiment extraordinaire. Je dis non, c'est ça, on prend 2 heures, on fait rien, on fait que ça. Et je pense avec un peu plus de temps, lorsque j'ai été élu président de la communauté gabonaise, on organisait dans le 8 mars des conférences où on sensibilisait les femmes sur leurs droits. Vous savez, le plus important, ce n'est pas de connaître cette dette existe. C'est de savoir, comme vous venez de dire, ce que l'on doit faire. Et ce que l'on doit faire, pour mieux le faire, il faudrait que l'on essaye de faire un bilan de tout ce que nous n'avons pas dans nos différents États, dans nos écoles, pour que le 8 mars, nous puissions présenter, mieux sensibiliser. Mais je porte un t-shirt aujourd'hui, demain je l'enlève juste pour la manifestation. Ça ne doit pas être un décor. Le 8 mars n'est pas un décor. On doit savoir que des êtres humains ont perdu leur vie pour que nous puissions avoir le droit à la maternité, le droit au congé payé, le droit au salaire équitable. Donc ce n'est pas de l'amusement. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, le 8 mars, il faudrait que nous ayons des conférences, que nous puissions faire un bilan en Afrique du niveau des droits des femmes, que nous puissions faire un bilan dans nos États, un réel bilan de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour qu'on puisse présenter et sensibiliser tous les droits acquis et tout ce qui n'a pas encore été effectif. C'est ce que je pense. Je pense que c'est bien clair. Vous avez un message à adresser particulièrement aux jeunes filles, aux jeunes femmes, aux femmes de demain? Oui, effectivement. Je suis mère d'une jeune fille. Je suis mère d'une jeune fille, donc c'est une jeune fille qui est à l'université. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce que je pourrais dire à toute la gente féminine de nos jeunes filles, il faudrait qu'elles s'imprègnent, qu'elles prennent à bras le corps les droits qu'elles méritent et qu'elles se battent pour que ces droits aillent de l'avant. Vous savez, quand on est dans un processus, on peut commencer un processus et ne pas être parmi les personnes qui pourraient bénéficier de ce processus. Mais le plus important, que ça soit une chaîne, que ça soit une continuité et que ça se fasse sans relâche, que ça s'exerce dans la pérennité, la continuité. Donc ce que je pourrais dire aujourd'hui, il y a un combat qui a été mené, il y a des choses qui ont été acquises aujourd'hui dans le droit des femmes, il faudrait que l'on prenne le relais et que l'on continue, afin que les droits des femmes persistent et perdurent. Merci beaucoup, docteur Hermione Zouga-Mvomo. C'est moi qui vous remercie. Nous avons été heureux d'être en votre compagnie et de parler justement de cette question lancinante qui concerne les droits des femmes. Espérons que nos sociétés vont avancer et nous vous souhaitons beaucoup de courage parce que vous avez décidé de vous battre, de faire en sorte que les choses aillent beaucoup mieux pour les femmes. Merci beaucoup également à vous d'être resté en notre compagnie. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour un autre numéro de Le Talk sur les antennes de Label Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Au revoir.